cette invitation et bonjour aux collègues. Je vais vous parler des instruments incitatifs que l'on peut envisager pour le développement de l'agroécologie et également les possibilités de mécanismes financiers, parce que vous verrez que certains de ces instruments ne sont pas en eux-mêmes des instruments financiers, il faut les financer. Je vais vous parler donc de ces instruments, sachant que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la forêt au départ, mais que en réalité, beaucoup de ces instruments que je vais vous présenter aujourd'hui sont nés dans l'univers de la forêt, de la lutte contre la déforestation, et qu'aujourd'hui, on les voit arriver dans l'agriculture. Next, please. Alors, la première chose, c'est d'essayer de mettre un peu d'ordre dans tous ces instruments. Alors, une chose importante, c'est que qui dit incitation ne dit pas forcément instrument basé sur le marché. Beaucoup de ces instruments ont une caractéristique commune, c'est qu'ils veulent faire changer ce qu'on appelle en économie les prix relatifs. Oui, je suis économiste, excusez-moi de ce défaut, sans forcément qu'il y ait des échanges marchands. L'intérêt, c'est de faire changer les comportements, de faire changer les pratiques. Et on peut distinguer grossièrement des instruments selon 4 catégories. On va avoir les incitations qui seront basées sur les prix de marché, mais des prix de marché associés à la production agricole ou forestière. On va retrouver là tout ce qui est certification et label, avec l'idée d'avoir des prix plus intéressants pour les produits certifiés, à condition que les consommateurs acceptent de payer des prix plus élevés. Nous allons avoir une deuxième catégorie qui sont les incitations basées sur les coûts. Et là, c'est tout le problème de la fiscalité, donc une fiscalité incitative, donc je vais en parler. Vous avez également les incitations qui sont basées sur des subventions conditionnelles en général, enfin même systématiquement qui devraient être conditionnelles. On va avoir les éco-régimes ou les paiements pour services environnementaux ou tout ce qui ressemble à des paiements pour services environnementaux. Toute une discussion pour un peu comme l'agroécologie. Si je comprends bien, l'agroécologie, il y a un idéal type de l'agroécologie et puis on peut se rapprocher de cet idéal type et regarder où on en est par rapport aux 13 critères. Et c'est un peu pareil pour les PSE. Il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de choses qui ressemblent à des PSE qui ne sont pas tout à fait, mais qui s'en approchent. Puis vous avez une dernière catégorie, ce sont les incitations qui sont basées sur les revenus, les bénéfices que les acteurs économiques peuvent retirer par la vente de crédits. Alors les plus connus, ce sont les crédits carbone, mais aujourd'hui, dans le monde de la compensation volontaire, vous avez des tas d'autres crédits qui sont aujourd'hui en train d'être développés par des standards de certification, qui peuvent être des crédits biodiversité, qui peuvent être des crédits sur la qualité de l'eau. Donc voilà, c'est une autre encore catégorie. Et certains de ces instruments, peut-être les plus intéressants, comme par exemple les paiements pour services environnementaux, doivent être financés par quelqu'un. Donc il faut que quelqu'un paye pour pouvoir, par exemple, avoir à très long terme des financements pour financer la transition vers l'agroécologie ou financer justement le maintien des pratiques agroécologiques sur un territoire. Next, please. Alors, si on commence par les certifications, Émile Frison a parlé des certifications qui sont des certifications, ce qu'on appelle par les pairs, c'est-à-dire des certifications internes. Je ne vais pas en parler. Il y aura une discussion pour savoir si, je pense que dans ces certifications, par les pairs, c'est intéressant, mais ça pose un problème effectivement d'action collective. Action collective, c'est que, à ma connaissance,
Dans beaucoup de communautés, les gens sont souvent voisins, membres de la même famille, et généralement, on ne dénonce pas ses voisins. On a une logique de solidarité avec ses voisins ou avec ses cousins. Et donc, effectivement, ça peut poser des problèmes si l'on veut avoir un système de vérification par les pairs. Mais c'est une question ouverte que je ne voudrais pas trancher ici. Je voudrais juste vous parler des questions des certifications par tierces parties indépendantes, avec un certain nombre de labels qui existent en foresterie ou dans le domaine de disons de l'agriculture ou de l'agroforesterie ou de l'agroécologie. Alors, généralement, l'avantage de ces certifications, c'est qu'elles prennent en compte une approche holistique, une approche intégratrice, disons, de l'exploitation, incluant des questions sociales. Par exemple, notamment Fairtrade, qui est bien connu, prend en compte le revenu des producteurs, ses dimensions sociales. Mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres certifications. Généralement aussi, l'avantage, c'est que nous avons des systèmes de traçabilité qui sont associés à ces certifications, ce qui va permettre de donner des garanties aux consommateurs, ce qui va créer de la confiance auprès des consommateurs pour que ces consommateurs acceptent de payer plus. Et le problème, c'est le prix. C'était très bien dit tout à l'heure par Amélie Frison, c'est un obstacle. C'est que la certification par tierce partie demande des coûts d'auditeurs. Alors, se sont développées pas seulement des certifications pour un seul producteur, une seule exploitation, mais on a des certifications de groupe qui existent et qui sont possibles. On l'a vu dans la foresterie avec le PEFC, le FSC, donc un groupement, soit de coopératives, soit sur un groupement territorial, effectivement, de producteurs qui se réunissent et cela fait baisser les coûts de la certification. Aujourd'hui, la grande discussion, c'est des certifications territoriales. Alors là, il s'agit au niveau des juridictions, il s'agit sans doute notamment, c'est dans le cadre de l'agriculture zéro déforestation, où beaucoup de réflexions sont en cours et d'expérimentation pour certifier des territoires zéro déforestation. Alors c'est un cas particulier, mais ceci existe. Les défauts les désavantages de ces certifications sont bien sûr la possibilité pour les petits paysans de rentrer dans ces systèmes, de payer les auditeurs notamment, même si les certifications font des propositions de groupe ou certification de groupe pour baisser les coûts. Le risque aussi, c'est l'indépendance ou ce qu'on peut appeler la capture des auditeurs, c'est-à-dire que les auditeurs ont tendance parfois, c'est pas systématique, mais peuvent avoir tendance effectivement à faire plaisir à leurs clients, notamment lorsqu'on est avec finalement des fermes assez importantes, des auditeurs qui seraient très rigoureux, très durs, perdraient vite leur clientèle, alors que des auditeurs complaisants ou compréhensifs eh bien, vont au contraire avoir beaucoup de clients. Et l'un des problèmes rencontre la certification, c'est la disposition à payer des consommateurs, notamment en particulier dans les pays en développement, bien sûr. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que pour compenser, si vous voulez, l'insuffisance de price premium, comme on dit, c'est-à-dire de prix supplémentaires, de prix bonifiés pour les produits certifiés, de plus en plus de gouvernements et de politiques publiques proposent des systèmes dans lesquels les taxes sont modulées ou versent des subventions, par exemple, de ce point de vue, pour aider à la diffusion des produits certifiés. On a cet exemple notamment dans la forêt, en foresterie, avec des certifications privées, comme le FSC par exemple, ou le PEFC, qui sont de plus en plus utilisées dans les politiques publiques. Par exemple, au Brésil ou au Pérou, le bois qui est certifié FSC bénéficie d'abattements fiscaux, donc de baisse de taxes. Au Gabon, depuis l'an dernier, on a 3 niveaux différents de taxes pour la superficie, pour les concessions forestières, selon qu'elles sont certifiées
FSC ou PAFC, donc là, il y a une baisse des taxes. Les concessions non certifiées, par contre, il y a une augmentation des taxes et vous avez un niveau intermédiaire pour les concessions qui ont simplement une certification de légalité, ce qui est un cas particulier pour la forêt. Et l'autre avantage dans ce système, c'est qu'à travers évidemment, les gouvernements décident quelles sont les certifications qu'ils veulent soutenir, accorder des réductions fiscales, par exemple. Et de ce point de vue, les gouvernements, par le jeu de l'accréditation, le fait de sélectionner certaines certifications, certains standards de certification et pas d'autres, avec des avantages fiscaux, eh bien, et cela va permettre, au fond, de gouverner pour les gouvernements, de gouverner ces certifications privées, de les faire évoluer dans le sens qu'elles souhaitent. Donc ça, c'est un point tout à fait important dans cette discussion entre le public et le privé. Cette séparation entre instruments privés et politique publique est en train de s'effacer, pas s'effacer complètement, mais en tout cas, on voit comment les instruments privés sont maintenant utilisés par les autorités publiques pour l'intérêt général. Next. Alors, une des méthodes, et ça a été évoqué au passage par Émile Frison, c'est ce qu'on appelle les systèmes de bonus-malus, en anglais fee-bets pour fees and rebates, sur les externalités négatives. Eh bien, alors il y a plusieurs manières de faire. On peut, disons, taxer les inputs, c'est-à-dire on peut taxer par exemple l'azote, ce qui est aujourd'hui probablement incontournable dans un certain nombre de régions européennes où il y a des excès d'azote et d'engrais azotés. On voit le problème dans des régions comme la Bretagne en France, par exemple. Ce n'est pas toujours pertinent dans beaucoup de pays en développement où il peut y avoir effectivement, dans certains cas, des déficits d'azote qui peuvent nécessiter des apports sur l'azote, aussi sur le phosphore en général d'ailleurs. Mais c'est un instrument difficile à manier. Ça peut s'envisager, mais ce n'est pas toujours effectivement pertinent. On peut envisager, il y a aussi de la fiscalité sur les superficies, sur les exploitations agricoles. Cela peut encourager l'intensification dans un bon ou dans un mauvais sens. Ce n'est pas toujours une intensification écologique, ce n'est pas forcément celle que nous souhaitons. Un instrument tout à fait important, tout à fait intéressant, c'est ce fameux instrument de bonus-malus qui finalement combine une augmentation des taxes sur des produits qui sont jugés non durables, qui sont effectivement, qui provoquent des externalités négatives, avec ce qui va permettre, cette augmentation des taxes va permettre de faire baisser les taxes ou au contraire les produits qui sont jugés soutenables, qui sont jugés durables, par exemple des produits issus de l'agroécologie ou des produits de l'agriculture biologique ou de l'agroforesterie, par exemple. Et l'avantage de ce système de bonus-malus, c'est qu'il rassure les ministères des Finances, c'est-à-dire que quand il assure une neutralité budgétaire, puisque la baisse des taxes ne se fait qu'en proportion de la hausse de ce que rapportent les taxes supplémentaires sur les produits non durables. Donc, vous avez toujours une neutralité budgétaire, vous n'avez pas de coût, vous ne demandez pas au ministère des Finances de renoncer à un certain nombre de recettes fiscales. Alors, tout ça, c'est un système, effectivement, qui doit être un système dynamique, puisque le but dans toute cette affaire, c'est de faire changer le comportement, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de production durable. S'il y a de plus en plus de production durable, il y aura de plus en plus de bonus, donc il y aura de moins en moins de gens qui paieront le malus. Donc il faudra bien évidemment renouveler peut-être chaque année ou tous les 2 ou 3 ans, revoir les taux du bonus et du malus pour continuer à avoir cette neutralité budgétaire. J'en parlerai un petit peu plus tard. Le bonus-malus peut être associé, et c'est probablement le plus simple, parce que les certifications aujourd'hui, à partir du moment où les gouvernements choisissent les certifications, y compris contribuent à leur évolution avec le processus d'accréditation et de réaccréditation périodique et d'évaluation, permet d'avoir effectivement de s'appuyer sur des certifications privées, puisque c'est leur job, c'est leur boulot, que ces certifications soient privées ou publiques, parce que derrière, vous avez de la traçabilité. Et vous pouvez avoir aussi une adaptation au contexte. Dans certains cas, la certification peut varier d'un contexte à l'autre, contexte social, contexte écologique. Alors, on peut envisager, il y a des certifications pour tout ce qui est
organique, tout ce qui est bio, agriculture bio, zéro pesticide par exemple, tout ce qui est agroforesterie, agroécologie, zéro déforestation. On peut avoir effectivement des certifications qui couvrent très spécifiquement ces activités et en tout cas ces qualités. Dans beaucoup de pays en développement, vous avez des taxes d'exportation, pas toujours, mais dans certains cas. Généralement, c'est un bon levier pour mettre en place ce système de bonus-malus. Mais bien sûr, toutes les productions ne sont pas concernées. Il va falloir, effectivement, il faut voir quand est-ce qu'il y a des taxes, qu'ils soient à la superficie, à la production ou autre, ou à l'exportation. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ceci nécessite une adaptation dynamique des taux de fiscalité parce que à partir du moment où les comportements changent, que les comportements sont de plus en plus durables, eh bien, il y aura de moins en moins de gens qui vont payer des malus. Donc, il faudra réactualiser tout ça. Next, please. Alors, je vous donne un simple exemple que je ne voudrais pas détailler. Allez-y, vous pouvez faire afficher toutes les. Voilà. C'est simplement un exemple que nous avons développé, une étude faite avec la Banque mondiale en Côte d'Ivoire sur le cacao, pour du cacao qui soit du cacao zéro déforestation, voire, puisque c'était une demande du gouvernement, du cacao agroforestier. Donc derrière, vous avez des labels qui doivent être sélectionnés. Vous avez un label privé qui est Rainforest Alliance, par exemple. Le gouvernement ivoirien prépare un label spécifique pour l'agroforesterie. Bon, ça sera au gouvernement de décider quels sont les labels qu'il doit adopter. L'idée, c'est comment passer par exemple, d'une production de fèves de cacao qui aujourd'hui par hypothèse, on va dire par hypothèse, si on part d'une idée qu'elle n'est pas certifiée, il y a aujourd'hui une taxe d'exportation qui est de 14,6%. Et on veut arriver, c'est la colonne de gauche ici, on veut effectivement arriver dans les tonnes à ce que tout soit certifié dans 6, 7, enfin dans un certain nombre d'années, 6 ans dans le modèle qui est présenté. Eh bien, on peut jouer. Et alors, la contrainte que nous demande le ministère des Finances, c'est de dire nous ne voulons pas perdre d'argent. Eh bien, dans ce cas-là, on va essayer de faire un système dans lequel c'est le schéma de droite en haut, tax rate differential. Dans lequel, effectivement, vous avez une augmentation progressive et planifiée chaque année d'1% de la taxe exportation, ce qui va permettre effectivement derrière de baisser la taxe pour les produits certifiés et tracés. Et vous voyez que dans ces deux courbes, vous avez la courbe qui est une droite qui effectivement augmente de manière linéaire jusqu'à la sixième année. Et vous avez effectivement une courbe qui d'abord baisse et ensuite remonte. Pourquoi est-ce qu'elle remonte? Parce qu'il faut revenir, parce que précisément, au fur et à mesure que de plus en plus de cacao est certifié, eh bien, il bénéficie du bonus. Et donc, il n'y a plus suffisamment d'argent pour financer effectivement une baisse des taxes sur les produits certifiés. Mais on revient donc à 14,6%, qui est le point de départ. On baisse et ensuite on revient à 14,6%. Simplement, vous voyez que la différence entre les deux, c'est-à-dire là, on a 3% de différence entre les certifiés et les non certifiés, on termine à 6%. Donc, le but, c'est de créer un différentiel, c'est-à-dire qu'il soit toujours plus avantageux pour ceux qui sont certifiés de bénéficier d'une réduction fiscale. Ce sera toujours plus avantageux d'être certifié que de ne pas être certifié. Voire, ça sera de plus en plus avantageux au fur et à mesure du temps. Et vous voyez que dans le graphique en bas à droite, les recettes pour l'État sont stables. Et par contre, effectivement, on voit que les recettes de plus en plus ne proviennent plus de la colonne bleue qui est le malus, ceux qui ne sont pas certifiés, que peu à peu cette colonne disparaît ou est réduite à sa plus simple expression, et que derrière, on voit que c'est la colonne orangée, c'est-à-dire ceux qui sont certifiés, qui créent la recette fiscale totale. Next. Alors oui, pardon, excusez-moi, on peut revenir en arrière. Dans ce mécanisme, le gouvernement ivoirien nous a interrogés en nous disant mais le problème c'est que se passe-t-il si il y a plus de gens d'une année sur l'autre qui se certifient
plus que nous attend, plus que ce qui est prévu, plus que les attentes que l'on peut avoir. Et effectivement, dans ce cas-là, le ministère des Finances nous dit, mais dans ce cas-là, on va avoir moins de recettes fiscales puisqu'il y aura plus de gens qui vont passer à la certification. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'on est obligé de faire des prévisions et de réajuster, mais il peut y avoir des désajustements. Et ce que nous proposons dans cette affaire, c'est que les bailleurs de fonds, les donateurs, puissent mettre en place une fiscalité budgétaire qui permette de garantir au ministère des Finances que s'il adopte ce mécanisme, il y aura un mécanisme qui compensera les éventuels coûts qui sont des coûts qui se rattraperont d'une année sur l'autre, hein, puisque le but, c'est de réajuster ensuite les taux de bonus, bien évidemment, pour garantir zéro perte de revenus. Donc ça, c'est quelque chose qui est susceptible, cette facilité pourrait rassurer les ministères des Finances pour l'adoption de ce type de mécanisme. Next. Alors, l'autre instrument, ce sont les paiements pour services environnementaux. Alors, vous remarquerez que je parle de services environnementaux. Je me réfère au fond à une convention qui est en train enfin notamment qui de plus en plus est acceptée, c'est-à-dire une différence entre les services écosystémiques qui sont le fait, comme nous dit le Millennium Ecosystem Assessment, ce sont les bénéfices, les services que la nature rend aux humains, donc les bénéfices que les hommes retirent des écosystèmes, et les services environnementaux, ce sont des modes de gestion, ce sont des pratiques qui, effectivement, vont améliorer l'état de l'environnement, notamment en permettant un maintien ou une augmentation des services écosystémiques. Et ça, c'est très important. Enfin, c'est assez important conceptuellement, c'est pas très important en pratique, dans l'action, mais je parle de paiement pour services environnementaux parce que dans toute cette affaire, la logique, c'est de payer pour des comportements, pour des pratiques et pour des modes de gestion. On peut avoir des modes de gestion qui sont contrariés par le fait que le climat et qu'on n'a pas, le climat n'est pas très bon d'une année sur l'autre. On peut avoir des accidents de parcours qui fait qu'un service écosystémique, la qualité de l'eau par exemple, n'est pas rendue, ou un incendie qui fait que on va avoir une perte de service écosystémique au moins temporaire. L'important, c'est que les acteurs maintiennent des pratiques d'agroécologie, et c'est vraiment le but des paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire ce sont d'abord des contrats qui sont des contrats volontaires. Personne n'est obligé de rentrer dans un système de paiement pour services environnementaux, et qui sont beaucoup plus liés à ce qu'on peut appeler des proxies, c'est-à-dire à des pratiques d'usage des terres, à du zonage, dont on suppose, dont les scientifiques nous disent que c'est favorable à la production de services écosystémiques. Ça peut être effectivement de protéger des forêts, d'avoir des pratiques qui vont assurer la qualité de l'eau, etc. Même si le service n'est pas très bien défini. Disons, l'important de toute façon, c'est bien, on est dans une logique de système, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un service en particulier, où on cherche effectivement à avoir plusieurs services écosystémiques de manière effectivement le plus dynamique possible. Donc biodiversité, carbone, qualité de l'eau, etc., y compris les questions sociales qui sont tout à fait effectivement importantes. Next. Next. Alors, ce qui est très important, je crois qu'en Europe, on a maintenant une expérience avec les mesures agro-environnementales. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut vraiment avoir une approche systémique lorsqu'on utilise les paiements pour services environnementaux. Il faut éviter des choses que l'on a vues et qui se développent, c'est-à-dire des comportements stratégiques de certains exploitants, de grands exploitants en général, qui, pour obtenir des subventions, vont effectivement installer des haies, vont protéger des zones humides sur une grande propriété, mais qui, par contre, vont intensifier avec des pesticides, avec toute une série effectivement d'externalités négatives sur une autre partie de leur propriété. Donc vous avez une absence de cohérence entre les pratiques qui sont menées sur une partie de la propriété pour une partie de la propriété pour obtenir des subventions et des PSE, et de l'autre côté, vous risquez d'avoir une intensification non écologique derrière. Donc probablement, il faut que les PSE ou tous ces instruments qui s'apparentent aux PSE, eh bien vraiment, on ait une approche systémique de l'exploitation.
est-ce que ce serait cohérent? Est-ce qu'il y a effectivement l'ensemble des pratiques sont en cohérence? Et je sais qu'il y a des propositions qui ont été faites, qui sont des systèmes de scoring, qui sont des systèmes dans lesquels on regarde toutes les pratiques positives et on met des plus, on donne des points, on obtient des points quand il y a des pratiques positives, mais on peut aussi perdre des points s'il y a des pratiques négatives. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir une vision d'ensemble, un score qui reflète l'ensemble du système. Donc, je pense que c'est aussi des choses que nous discutons quand nous mettons en place des PSE. Next. Next slide, please. Alors, comment les PSE, voilà, les PSE, on peut trouver parfois des opérateurs économiques, des industries, des compagnies qui payent pour des paiements pour services environnementaux. On va beaucoup trouver ça lorsque on a notamment, ce qui est en jeu, c'est la qualité de l'eau ou l'absence d'érosion en bas d'un bassin versant. Là, vous pouvez trouver des compagnies hydroélectriques qui ont besoin, effectivement, qui vont payer les agriculteurs en haut pour maintenir du couvert végétal, par exemple, sur le haut des bassins versants, pour éviter l'érosion, parce que c'est une prévention par rapport au coût de maintenance d'une facilité hydroélectrique. Ou on a eu cet exemple aussi bien connu avec Vitel, par exemple, le fait de pouvoir payer les agriculteurs sur une zone de captage de sources d'eau minérale pour éviter justement les pesticides, pour éviter la pollution. Et là, nous sommes dans des cas de PSE qui sont des cas dans lesquels on peut identifier des bénéficiaires directs des pratiques, notamment en termes de qualité de l'eau, voire, et donc ça, c'est effectivement tout à fait intéressant. On peut avoir des financements privés. Le problème, c'est que nous sommes parfois avec des PSE dans lesquels, au fond, ce qui est visé, c'est la biodiversité, voire la séquestration de carbone, et qu'on n'arrive pas à trouver de bénéficiaires directs. On n'a pas de compagnie qui est prête à payer pour effectivement une transition vers l'agroécologie, parce qu'aucune compagnie ne trouve de bénéfices directs à cela, même s'il y a des bénéfices indirects, mais qui généralement ne sont pas pris en considération dans les calculs économiques. Et là, ben, en général, c'est là qu'il est, d'où la citation de Farley et Costanza, qui est de dire, eh bien, quand on est avec des logiques de bien public, de public good, typiquement biodiversité, carbone, même, eh bien, là, il faut effectivement que les paiements soient sur une base publique, sur un financement public. Nous avons des exemples tout à fait intéressants, bien connus au Costa Rica, au Mexique et dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui, dans lesquels ce sont des redevances, c'est-à-dire des formes de taxes, mais des redevances qui sont prélevées pour justement financer des programmes nationaux ou des programmes régionaux de paiement pour services environnementaux qui, au Costa Rica, fonctionne depuis 1997 et qui a contribué, ça n'a pas été le seul facteur, mais ça a contribué à la conservation des forêts et au reboisement, effectivement, au Costa Rica, qui a été impressionnant. Et comment ça marche? Eh bien, vous avez un fonds qui finance effectivement les paiements pour services environnementaux et qui est financé en grande partie par des redevances sur le carburant au Costa Rica et également sur la distribution d'eau dans les villes et dans les campagnes, donc sur l'eau, sur les factures d'eau des consommateurs au Costa Rica et au Mexique également. Au Mexique, c'est sur l'eau effectivement qu'il y a prélèvement. Et donc ces redevances, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont affectées. Elles sont fléchées donc sur ces fonds paiement pour services environnementaux et ça permet d'avoir un financement à long terme, durable et stable qui n'est pas dépendant, puisque de toute façon, les masses d'argent sont à peu près équivalentes chaque année, et donc c'est tout à fait intéressant pour faire du long terme. Alors, est-ce que c'est faisable partout? C'est pas forcément. Si on prend le cas de l'Afrique, généralement, moi, je ne recommande pas de mettre une taxe sur les carburants parce que ça pose trop, il y a trop d'impact social, il y a trop d'obstacles politiques pour ça. Par contre, on peut trouver éventuellement, le principe, c'est de trouver des redevances, mettre des redevances sur des produits, qui sont consommés sur une base très très large, et notamment parce que plus la base est large, No, plus no, l'assiette est large. yeah, that's okay. Everything clear. Plus la base est large, effectivement, plus on peut avoir des taux qui sont faibles. Et notamment, ça peut être intéressant de cibler des produits et des services qui sont surtout utilisés par les urbains, par les gens dans les villes, pour pouvoir faire des transferts financiers des urbains vers les ruraux.
Par exemple, on peut imaginer que toute une série de boissons, que ce soit la bière qui est très, très consommée par exemple en Afrique, ou les sodas, pour les gens qui ne boivent pas de bière, mais que vous savez que c'est très consommé, le Coca-Cola, etc., pourraient effectivement être l'objet d'une redevance qui servirait à payer précisément ces paiements pour ces services environnementaux. On peut envisager aussi que les unités téléphoniques sur le téléphone mobile fassent l'objet d'un prélèvement particulier spécifique. On peut envisager aussi autre chose, l'accès aux réseaux sociaux. Il y a des moyens techniques, effectivement, pour aujourd'hui prélever une légère redevance sur l'accès à Facebook ou à d'autres réseaux sociaux, à Instagram ou autres, etc. Donc, ce sont des possibilités qui, pour l'instant, n'ont pas encore été effectivement explorées. Si je réponds à cette question, c'est que pour l'instant, ça n'a pas encore aujourd'hui été exploré, notamment en Afrique. Alors, on peut aussi financer les paiements pour services environnementaux à travers la vente de crédits carbone. Ça se fait notamment dans ce qu'on appelle des projets REDD+, ou des mécanismes REDD+. Il y a plusieurs risques quand même associés à cela. Le risque, c'est qu'on peut avoir des trade-offs donc, entre les services écosystémiques. On peut avoir l'objectif carbone peut l'emporter sur l'objectif biodiversité, et on peut avoir effectivement des conflits de ce point de vue, notamment autour des plantations de certaines monocultures qui peuvent stocker du carbone, mais vont poser des problèmes en termes de biodiversité, voire en termes de qualité de l'eau. La question, c'est aussi la stabilité. Est-ce que ça va apporter des revenus stables? Est-ce qu'on peut compter uniquement sur la vente de crédits carbone, sachant qu'il y a eu par le passé des variations très importantes des prix du carbone, du crédit carbone sur les marchés. Aujourd'hui, ce prix est en hausse constante, mais on n'est pas à l'abri de retournements de marché liés à effectivement un retournement des anticipations. Et l'une des questions aussi avec les crédits carbone, c'est qu'il y a toute une discussion autour du partage des bénéfices, notamment parce que une partie des crédits carbone, ce sont des profits, ce sont des bénéfices, et il va falloir trouver également des mécanismes pour pouvoir partager ces profits en excès, c'est-à-dire, au fond, une fois que tous les coûts sont payés, que les coûts des investisseurs privés sont payés et remboursés, s'il y a des profits en excès, il faudra pouvoir soit les taxer, soit partager avec les communautés ou avec les propriétaires fonciers et avec l'État. Next. Je vais passer, please next, because I'm running out of time. Next, please. Alors, les crédits carbone, juste un mot, effectivement, au départ, c'est quelque chose qui est né dans le cadre des Nations Unies, avec notamment le mécanisme de Clean Development Mechanism, qui était effectivement ce mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto, qui a été mis en place uniquement pour les activités de boisement et reboisement. Les activités de déforestation évitée n'avaient pas été éligibles. Et I have some feedback in the headphone. No? Okay. Was somebody Mais c'est un mécanisme qui n'a pas marché. Le CDM pour la foresterie n'était pas ouvert à l'agriculture. Oui, je vais terminer. Eh bien, c'était a été marqué par notamment des coûts de transaction qui étaient qui étaient très très importants du point de vue pour les petits forestiers, pour les petits planteurs, et ça n'a jamais marché, par exemple, pour les petits opérateurs qui faisaient des forêts communautaires, par exemple. Et ce mécanisme aujourd'hui mécanisme onusien, a été complètement submergé, a disparu, est en fin de vie. Il a été remplacé d'une manière totalement non planifiée par, disons, d'autres mécanismes qui sont des mécanismes de certification privée. Le plus connu, mais il y en a plusieurs, mais Vera VCS est un des, pour la forêt en tout cas, est un des mécanismes un des standards de certification, qui a développé des méthodologies qui couvrent un grand champ d'activité, que ce soit le carbone des sols, etc., les pratiques agricoles. Et tous les jours ou presque tous les mois, Vera VCS sort de nouvelles méthodologies ou propose de nouvelles méthodologies pour de nouvelles catégories de crédits.
Ces projets forestiers, essentiellement le marché du carbone volontaire, c'est dominé par des projets forestiers aujourd'hui, plutôt des projets de déforestation évitée, et c'est la principale source des crédits carbone dans le marché volontaire du carbone. On devrait atteindre en 2021 des transactions pour à peu près 1 milliard de dollars, avec 360-380 millions de tonnes de CO2 qui ont été échangées sous forme de crédits carbone, effectivement. On a maintenant des choses comme en France le label bas carbone qui sont aujourd'hui proposés, qui sont des labels publics qui sont proposés. Et on se pose la question, est-ce que ces labels publics vont trouver leur place par rapport aux labels qui sont des labels privés comme Vera VCS aujourd'hui? Next. Alors, on a aujourd'hui notamment plusieurs standards de certification qui sont en train de développer des standards pour du carbone des sols, donc qui est totalement lié non plus à la forêt, mais véritablement aux pratiques agricoles, donc l'agroécologie notamment. Alors, ça peut sembler tout à fait intéressant comme incitation pour les agriculteurs. Alors simplement, nous venons de faire une étude avec Julien Demenoy, qui est co-auteur de cette présentation avec moi. Et ce que nous avons vu de cette étude, c'est la très grande complexité, effectivement, de ces labels et de ces mesures. Donc on se pose la question de l'incitation réelle et on se pose la question également des coûts de transaction, des coûts de vérification, des coûts d'audit. Il semble, en première analyse, que ce ne sont pas des labels qui sont aujourd'hui adaptés à des petites surfaces, à des petits agriculteurs, notamment ce qui est le cas de beaucoup d'activités de fermes agroécologiques, notamment dans les pays en développement. Donc c'est effectivement quelque chose qui va probablement être utilisé par de grands exploitants, mais on a un problème effectivement sur les petits exploitants. Après, on a aussi le même problème de trade-off, disons, de trade-off entre les services écosystémiques. Est-ce que le fait de maximiser le carbone des sols, est-ce que ça ne va pas se faire au détriment d'autres services écosystémiques? Et de ce point de vue, on se demande s'il ne serait pas intéressant d'avoir plutôt des certifications qu'une vision plus holistique, c'est-à-dire qui ne cherche pas à maximiser un service, le carbone, par rapport aux autres. C'est une question que nous posons et nous pensons qu'il est plus intéressant d'avoir non pas une certification spéciale carbone du sol, mais plutôt une certification holistique globale sur le système qui serait préférable en tout cas du point de vue des petits paysans et de la transition agroécologique. Next, please. Et je vais finir. Dernier point, très rapidement, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de crédits qui sont proposés par les standards de certification. Vous avez une tentative de créer des marchés pour des services écosystémiques sur la qualité de l'eau, sur les mangroves, sur la biodiversité, sur des éléments de la biodiversité, sur voir certaines espèces animales, etc. C'est quelque chose qui est en train de se développer avec une tentation qui est, en anglais, on appelle ça le stacking, l'empilement, c'est-à-dire cette idée que on va pouvoir, l'idée c'est que pour une même activité sur un même site, il devrait y avoir plusieurs crédits qui pourraient être vendus. C'est-à-dire, on pourrait vendre des crédits carbone, des crédits biodiversité, des crédits qualité de l'eau, des crédits habitat de telle espèce animale, etc., etc. Et ça pose des tas de problèmes parce que ça veut dire que on va avoir une floraison de crédits correspondant à une seule activité. Alors, du point de vue de ceux qui reçoivent l'argent, éventuellement, ça peut être tout à fait intéressant, mais du point de vue de l'intégrité environnementale, ça pose beaucoup de questions. Je n'ai probablement pas le temps de développer ici, mais qui semblent, qui sont questionnables. Questionnables parce que, de toute façon, souvent, les services sont interdépendants, sont intégrés, il y a des interactions, et donc il est très difficile effectivement de séparer les services et de mettre un crédit pour des services qui de toute façon dépendent d'une seule même activité, d'une seule même pratique ou mode de gestion. Et de ce point de vue, c'est très différent des PSE. Les PSE, ça doit avoir une logique, effectivement, on paye pour une pratique, un changement de pratique, un mode de gestion. Tandis que là, on va essayer de séparer effectivement les services écosystémiques et pour chacun de les marchandiser à travers effectivement un crédit particulier. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui pose beaucoup de questions. En tout cas, c'est une réflexion qu'il faut avoir sur les problèmes liés à ce fameux stacking, à cet empilement, à cette vente séparée de crédit carbone. Next, and last one, I think.
Voilà, alors le problème, pour terminer, je m'excuse d'avoir été un peu long, c'est de combiner les instruments véritablement. Il n'y a pas un instrument miracle, il n'y a pas de silver bullet dans cette affaire. On peut, par exemple, combiner le bonus-malus, les systèmes de bonus-malus à la certification. Et cela peut résulter, ça peut avoir un double bénéfice, c'est-à-dire d'un côté avoir des prix plus intéressants pour les produits certifiés et en même temps une réduction des coûts par une baisse des taxes éventuellement. Ça, c'est le fameux bonus. L'autre avantage, c'est effectivement, c'est de pouvoir permettre aux autorités publiques d'être impliquées dans l'évolution des certifications puisqu'elles donnent, elles les accréditent et elles donnent des avantages. Et bien sûr, il faudra évaluer aussi évaluer l'évolution des certifications, leur efficacité dans le temps. Des programmes de PSE bien conçus peuvent aider vraiment à des changements systémiques vers l'agroécologie. Les PSE, ça peut aussi aider, une subvention peut aider à obtenir une certification. Une certification peut effectivement faire, c'est une baisse des coûts et ça peut entraîner effectivement une amélioration de la situation fiscale si on est dans un système de bonus-malus. La fiscalité peut changer les comportements, mais c'est aussi une fiscalité de rendement, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée avec des prélèvements justement sur les carburants ou sur la bière ou des choses comme ça, pour pouvoir être mobilisée pour financer des programmes de grande échelle et de longue durée de paiement pour services environnementaux. Quant au crédit carbone, ils peuvent être effectivement utilisés aussi pour financer des projets ou des programmes de PSE, mais il faut bien savoir que les coûts de transaction sont élevés et qu'on a des risques de trade-off entre les services. Et sur les questions de stacking, notamment, il y a beaucoup de questions sur l'intégrité environnementale. Pardon. Et moi, personnellement, je pense que cette question de stacking, d'empilement des services écosystémiques qui est en cours de préparation et qui attire beaucoup, notamment les institutions financières et les grandes compagnies, je pense que c'est quelque chose effectivement qui serait vraiment à éviter et qui est à considérer comme un danger du point de vue de l'intégrité environnementale. Je vous remercie.